Est-ce que l'IA va remplacer la poésie? Ou plutôt même, est-ce que l'IA va remplacer les poètes? Euh, c'est un sujet, forcément, avec toutes les évolutions modernes, le sujet de l'IA dans l'art, il est hyper présent. Et on pourrait voir quelques spécificités avec la poésie. J'ai plein de petites choses à dire, j'y ai déjà un peu réfléchi, mais encore une fois, de manière très en vrac. Alors, je vais voir un petit peu ce que je peux dire et voir si je peux essayer de donner mon avis sur cette question, essayer d'y répondre. Alors déjà, quelle question? La question, ça serait vraiment, est-ce que l'IA va remplacer les poètes? Parce que je pense pas que on puisse remplacer la poésie en tant que telle. En fait, la poésie, c'est trop large. C'est-à-dire que si c'est juste le sentiment d'appartenance au monde de manière spécifique, d'une manière originale, qui nous est propre, je pense pas que l'humain puisse changer à ce point-là. Donc je pense que la poésie existera toujours en ce qu'elle est un rapport au monde différent. Maintenant, au niveau de l'écriture poétique, c'est vrai que la question peut se poser. Euh, Déjà, première chose, je pourrais déjà partir de ce que moi je fais. Parce que l'IA, je l'utilise sur ma chaîne, par exemple. Mais l'IA, je l'utilise en poésie vraiment pour le côté didactique, en fait. C'est-à-dire que là, il y a 2 formats sur la chaîne qui sont faits par IA. Donc, les mises en musique de poèmes célèbres, c'est fait avec le Suno. Et un petit peu les comptes rendus, la poétech, c'est fait avec Notebook LM. L'intérêt des deux, en fait, dans les deux cas, c'est vraiment purement didactique, c'est-à-dire que c'est des choses en fait que je fais de base pour moi. C'est même pas spécialement pour la chaîne que j'ai trop eu l'idée de faire ça. Après, forcément, comme je le fais, je me dis que c'est intéressant d'en partager. Ça permet aussi de faire un peu du contenu. C'est pas le genre de choses qui marche énormément. Et d'ailleurs, on pourra aussi essayer d'en parler. Pourquoi est-ce que voilà, le rapport que nous on entretient avec l'intelligence artificielle au niveau sensible. Mais du coup, ça n'empêche que intellectuellement, c'est intéressant. C'est-à-dire que la poétech, elle me permet, moi, personnellement, de découvrir des auteurs que je connais pas forcément très bien, ou alors d'approfondir mes connaissances sur des poètes que je connaîtrais déjà un petit peu. Et Suno, ça me permet d'apprendre par cœur des poèmes. C'est-à-dire que les mettre en musique, ça me permet de plus simplement les intégrer. Et, et ça, c'est bien, même si c'est vrai que maintenant, forcément, je commence un peu à connaître les poèmes, mais c'est difficile de me détacher de la mélodie. Donc, bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, première chose, l'IA, c'est un super bon outil de recherche, honnêtement. Là, pour le coup, c'est vraiment incroyablement pratique et efficace. Honnêtement, ça, il n'y a rien à redire. Donc là, on est vraiment sur la poétesse, parce que Suno, c'est autre chose. Mais du coup, au niveau de la recherche, c'est top. Et ma façon d'écrire, elle est très liée à la recherche. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux écrire un poème sur le loto, très vite, je vais être amené à chercher des statistiques, par exemple, ou par exemple à chercher des témoignages. Donc, il va y avoir la recherche, et donc, l'IA va être un très bon outil de recherche. Donc, la première chose qu'on peut dire en fait, la question, c'est vrai que la question, c'est pas tant est-ce que les poètes vont être remplacés par l'IA. En fait, ça, c'est pas une question très intéressante. La question qui va être vraiment plus intéressante, c'est quel pourrait être ou quel sera probablement l'impact de l'IA dans le milieu poétique, dans l'écriture poétique, dans le domaine, dans le champ littéraire. Donc, première chose, ça va faciliter la recherche. Et ça, moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je trouve super.
Je trouve que c'est très bien. Alors bien sûr, encore une fois, je me positionne que au niveau purement artistique. Donc tout ce qui est question écologique ou politique, etc., je laisse ça de côté pour m'intéresser vraiment à l'outil en tant que tel. Voilà. Mais du coup, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est super. Maintenant, on a quand même à faire, par exemple, avec ChatGPT, hein, sûrement l'outil IA le plus connu, hein, à une IA qui est générative de texte. Et donc là, effectivement, on a quelque chose de nouveau. Je sais qu'il y a un Oulipien, je suis pas allé refaire la recherche, j'ai vu passer ça, mais je sais plus, qui s'est intéressé à l'IA, qui a écrit. C'est narratif, je pense pas que ce soit poétique, ça doit être soit des nouvelles, soit un roman écrit à deux mains. Je ne sais plus, je vais essayer de rechercher ça. Mais du coup, voilà, première chose aussi que ça montre, c'est un objet d'étude. C'est un objet intéressant, un objet de curiosité, de prime abord. On a cet outil qui va permettre de générer du texte. Maintenant, à l'heure actuelle des choses, c'est pas encore parfait. Par contre, on est vraiment sur un autre niveau qu'il y a quelques années, quand ça a commencé un peu à popper, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, je dirais. J'avais déjà essayé de faire rédiger des poèmes à ChatGPT et c'était vraiment, vraiment mauvais. En fait, c'est-à-dire que au niveau de la versification, il n'arrivait pas à tenir. C'est-à-dire qu'il pouvait m'expliquer comment marchait, ce qu'était un alexandrin ou comment fonctionnait la prononciation des E dans un vers. Mais par contre, lui demander d'écrire un quatrain d'alexandrin rimé, c'était déjà trop. Aujourd'hui, il en est capable. Donc, on arrive déjà à... là, on peut discuter, quoi. Là, on discute vraiment avec un agent intelligent qui est capable de produire des textes, on pourrait dire, de qualité, d'une certaine façon. Maintenant, le style est complètement insipide. Honnêtement, je pense que c'est le terme. Mais c'est normal, parce que... et c'est intéressant, en fait, c'est ça que je voulais dire surtout. C'est intéressant que ce soit insipide. Parce que si c'est insipide, c'est parce que c'est une espèce de moyenne... J'allais dire artificielle, oui, intelligence artificielle, hein, mais voilà, une espèce de moyenne des productions humaines, sauf que du coup, on perd toute originalité, toute personnalité, mais on retrouve les grandes lignes, les grandes tendances, les choses éculées, etc. Et donc, forcément, ça fait soupirer. C'est pas très intéressant, surtout si on creuse pas encore l'utilisation de ChatGPT. On va y revenir peut-être un peu plus tard. Mais déjà, de prime abord, si on demande juste, par exemple, ChatGPT, écris-moi un poème sur l'amour, voilà, un sonnet d'Alexandrin, voilà quoi, sur l'amour, et le poème, il sera vraiment pas dingue. Mais il sera. Et il sera probablement bien formé, peut-être avec une ou deux exceptions près, peut-être un ou deux vers qui sera mal ficelé. Mais je pense qu'on peut déjà en arriver là. Donc c'est intéressant. Et maintenant, avec cette base-là, effectivement, je pense qu'on peut faire de vraies bonnes choses avec l'IA en étant présent, en étant là. C'est-à-dire, en gros, je veux dire par là, en formulant précisément ce qu'on veut, en ayant un regard critique dessus et en essayant de le faire progresser. C'est sûr qu'il y a plein de choses très intéressantes à faire. Par contre, là où ça va être difficile, c'est que le style... le style, il va être dur à tenir avec la contrainte. C'est-à-dire que... Honnêtement, je suis pas si sûr finalement. Là, je suis en train de me contredire, ça y est. Je suis pas si sûr que ChatGPT soit aujourd'hui capable d'être assez bon pour tenir un recueil cohérent, même avec des indications claires, mais qui soit exigeant. Et là, on va revenir à quelque chose. Par contre, je suis persuadé que, c'est évident en fait pour moi que le ChatGPT serait capable de faire des recueils qui n'aient pas ce niveau d'exigence. C'est-à-dire, vraiment d'exigence formelle, c'est-à-dire de faire un recueil en écriture libre, par exemple. Il en serait tout à fait capable, et je pense même que on pourrait le faire passer
euh, pour quelque chose qui est écrit à la main. En fait, un auteur d'aujourd'hui, il pourrait écrire un recueil avec ChatGPT si l'auteur, il écrit déjà de manière libre, euh, avec une patte pas forcément très marquée. Et encore, si la patte, elle est marquée, mais que ça reste en écriture libre, ça va être facile pour ChatGPT de l'imiter. Parce que si c'est juste des questions syntaxiques ou lexicales, ça, il va y arriver. Ce qui n'arriverait pas encore, à mon avis, c'est à allier ça avec des contraintes formelles, mais réellement formelles. Pas des contraintes intellectuelles, pas un style, mais vraiment des contraintes formelles. Ça, il n'en serait pas capable. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à peut-être une revalorisation de l'écriture, d'une forme d'écriture exigeante. En fait, je ne sais pas si ça va retourner à la versification, si ça va retourner à la contrainte. Je ne sais pas. Je sais pas si je me flatte moi-même en disant ça, en disant bon bah ça veut dire qu'en gros c'est ce que je fais qui va plaire. Par contre, pour moi c'est évident que à un moment il va y avoir un glissement dans l'intérêt qu'on va porter aux choses littéraires, qui va aller un petit peu plus vers l'intellectuel que vers l'émotion. Pourquoi je dis ça? Là, l'émotion, c'est vraiment, si on fait un état de l'art actuel, en poésie, c'est le maître mot. L'émotion, la déstructuration du langage pour aller vers l'émotion, c'est intéressant. Maintenant, paradoxalement, je trouve, c'est assez impersonnel. C'est assez impersonnel parce qu'en fait, cette déstructuration du langage et cette émotion-là, elle va se retrouver. En fait, comme il n'y a pas de travail apparent du langage, on n'a pas de personnalité qui émane réellement du langage. En fait, par exemple, dans la déstructuration du langage, je trouve que ce qui va plus être marqué, justement, ouais, je sais pas, parce que c'est quand même assez personnel, mais je sais pas, comment expliquer qu'il y a une uniformisation. Voilà. On a déjà une uniformisation, et en fait, je pourrais même aller un peu plus loin dans la critique en disant que ce que je pourrais craindre de l'avènement de l'intelligence artificielle dans la littérature, on l'a déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce que je crains, c'est de faire de l'écriture rapide. Sauf que maintenant, j'ai vraiment l'impression que les recueils de poèmes actuels sont de l'écriture rapide. Peut-être pas automatique, mais vraiment, des fois, on n'en est pas loin. De l'écriture uniformisée et très libre. En fait, je pense que il n'y aura rien de plus facile à imiter pour l'IA que ce qui se fait actuellement. Et ça, je pense que je pourrais le dire d'à peu près, peut-être pas tout, je n'irai pas jusqu'à la peinture, mais par contre, pour la musique, par exemple, je me suis fait la réflexion. Parce que du coup, en mettant mes musiques de Suno, là, les poèmes de Victor Hugo, etc., en musique sur Suno, je me suis fait la remarque que quand même, des fois, ça ressemblait énormément à ce qui se faisait, à de la pop actuelle ou ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est pas tant l'IA qui arrive à imiter ce qui se fait actuellement que ce qui se fait actuellement qui ressemble déjà à de l'IA, en fait. Quand on écoute, allez, bon, je vais dire Taylor Swift, par exemple, j'ai rien contre elle, en plus, bon, c'est pas mal ce qu'elle fait. Mais par contre, on n'a pas une complexité musicale dingue, on n'a pas des textes extraordinaires, on a une voix qui est très probablement, comme tout le monde, autotunée d'une façon ou d'une autre. Pareil pour la musique, elle doit être retouchée. En fait, c'est lisse au possible. Après, on a le droit d'aimer. Je veux dire, c'est pas... ça veut pas dire que c'est mal, et ça veut pas dire que c'est nul, ça veut pas dire que c'est inintéressant. Par contre, constat, c'est facilement imitable. C'est assez impersonnel. Après, je dis Taylor Swift, c'est pas le cas de tous les artistes, mais par contre, c'est un peu quand même le cas de tous les artistes K-pop, d'une façon ou d'une autre, parce que bon, tu as plusieurs directions de conformité, évidemment. Tout le monde ne fait pas du Taylor Swift, mais en tout cas, on a l'impression quand même que ce qui marche, c'est ce qui va correspondre aux attentes. Et ce qui va correspondre aux attentes, c'est ce qui va répondre à une espèce de moyenne imaginaire collective
peut-être liées à un genre ou liées à un thème, etc. Et donc en fait, c'est exactement ce que fait ChatGPT. C'est-à-dire qu'on lui dit fais-moi une chanson d'amour, il va me faire une espèce de moyenne Jooby-Boulga, et nous, comme ça a été fait en 2 secondes, on est en mode mais c'est nul, c'est de la merde, etc. Alors qu'en vrai, ok, c'est pas intéressant. Maintenant, c'est pas dit que nous, actuellement, on fasse bien mieux. Donc je pense que la première chose, ça va nous remettre en question, nous. Ça va nous remettre en question en tant qu'auteur. Est-ce que il faut, nous, aller dans cette course à la productivité, essayer d'écrire toujours plus vite, d'écrire toujours plus libre, d'être toujours plus digeste, même si paradoxalement, ça veut faire un peu le jeu, le savant. Bon, il y a un peu ce jeu d'essayer de faire, d'intellectualiser des choses qui sont en fait de l'appauvrissement intellectuel. Comment ça s'appelle, la déstructuration du langage, le recours systématique à l'émotion. C'est intéressant, mais comme tout est intéressant. Maintenant, ça n'a pas une aussi grande profondeur qu'un réel travail approfondi et à contrainte. C'est ce que je pense. Mais bon. Donc ça, c'est la première chose sur notre réaction en tant qu'auteur. Maintenant, au niveau du lecteur, comme je disais, par exemple, sur les vidéos que je fais qui sont en IA, il y a quelque chose où forcément je sais que c'est pas le genre de chose qui va plaire. Ça dérange un petit peu. Moi, ça m'intéresse et en fait, je le fais pour moi, donc je le partage. Maintenant, je sais que c'est pas le genre de format qui va percer, j'ai envie de dire. Bon, même si tant est qu'il y en ait sur la chaîne, mais quand même. Et ça, je trouve que c'est normal. Pour moi, c'est pas une histoire de boycott ou quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'en fait, c'est juste que on perd le rapport charnel au travail fourni. Ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant. Mais en fait, je pense que il y a un rapport avec l'absurdité. Où en fait, par exemple, la Poétech, le travail que fournit notre LM, donc l'intelligence artificielle avec lequel je le fais, est super. Vraiment, vraiment pas mal. Mais le truc, c'est qu'en fait, bon, déjà, on perçoit que c'est de l'IA, donc on le sait. Et ok, on perd le côté humain qu'il y a derrière tout, mais surtout, on perd un peu le deal du travail. C'est-à-dire que on regarde un rendu, et quand on étudie, quand on prend le temps de regarder une vidéo, quelque chose, n'importe quoi, quand on est spectateur de quelque chose, on apprécie également, je pense, le fait qu'on partage un temps entre le créateur et nous. On partage un temps, mais quand je dis un temps, ça veut dire un temps de vie. C'est pas c'est pas uniquement le temps du visionnage. Le temps du visionnage, c'est de la distraction. Donc en fait, on ne pense pas réellement, enfin la plupart du temps, c'est de la distraction. Donc on ne pense pas réellement de manière active au fait que nous, on s'intéresse à des choses qui valent le coup qu'on perde du temps de vie pour ça. On pense pas ça parce qu'on est dans la distraction. À l'inverse, on fait ça pour ne pas y penser. Par contre, je pense que c'est important de considérer, enfin d'avoir conscience que la personne qui a fait le travail y a mis une partie de son âme. Mais une partie de son âme, pas au sens où il s'est donné, il a donné ses passions, etc., mais dans le sens où il a passé du temps. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je pense que dans l'IA, il y a quelque chose qui touche un petit peu à l'absurde et qui me gêne un petit peu. C'est cette triche avec ce rapport charnel à la création, de manière générale. C'est-à-dire que, et quand je dis charnel, encore une fois, ça veut dire qu'en gros, on peut créer de manière infinie, sans perdre de temps. Et ça, c'est cool, d'une certaine façon. Mais je crois que ça dérange. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, ça me dérange. Je pense que c'est une chose sur laquelle je pourrais mettre le doigt. Mais du coup, par exemple, moi, j'adore le fait qu'on puisse créer de manière infinie. Mettons, l'IA ne plafonne pas et elle peut vraiment être exponentielle, et à la fin, elle arrive vraiment à avoir une qualité exceptionnelle du style, tu demandes à ChatGPT, tu me fais un recueil de poésie tac, avec telle contrainte, le truc de rêve, quoi. Et il le fait. Moi, j'adorerais, en théorie. Parce que une des raisons premières pour lesquelles j'écris, c'est pour lire avant tout les choses que je ne trouve pas actuellement, ou même ailleurs, en fait, que je ne trouve pas.
Voilà, je trouve pas de choses qui m'intéressent autant que ce que j'aimerais faire. Après, tout est intéressant, je le dis tout le temps, mais il n'y a pas forcément de choses qui me passionnent autant que ce que j'aimerais faire en fait. Donc voilà, une des premières motivations, c'est pour lire. Donc ça, moi, je serais ravi si je pouvais avoir une espèce de bibliothèque de Babel sur demande. Ça serait top. Mais en fait, je pense que j'en perdrais le goût, tout comme si on avait le pouvoir, si j'avais le pouvoir d'avoir n'importe quel plat en claquant des doigts, par magie, quoi. Ça serait vraiment marrant pendant un temps. Et je pense que assez vite, plus vite que je n'ose l'imaginer, je reviendrai à la cuisine. Et pourquoi est-ce que je reviendrai à la cuisine ? Je reviendrai à la cuisine, certes, pour la création, pour l'acte, pour le plaisir de créer, etc. Mais je pense que je reviendrai à la cuisine pour des raisons un petit peu existentielles. Enfin, de manière inconsciente, hein, évidemment, mais je pense que on n'est pas fait pour avoir rien sans rien. Voilà. Et que ça dérange, d'une certaine façon, à la longue. Ça épuise. Bref, bon. Je crois que j'avais d'autres trucs à dire. Oui, voilà. Autre hypothèse. C'est tout à fait possible que l'intelligence artificielle plafonne, j'ai pensé là quand je le disais tout à l'heure, plafonne clairement et ne parvienne pas à dépasser globalement le cadre actuel. Imaginons, je parle vraiment de en génération de texte, hein. Rien n'est moins sûr, hein, mais c'est possible. Dans ce cas-ci, bon, l'IA restera juste une curiosité, comme Lolipo a pu s'y intéresser. Un outil de recherche, top. Maintenant, si l'IA, elle progresse, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas justement, mais j'y pense, j'y réfléchis, que l'IA arrive à être une espèce de double de nous-mêmes. Ça serait incroyable. Alors non, mais quand je dis incroyable, c'est juste, ça mettrait tellement de choses en... Ça serait un âge de réflexion intéressant. Mettons, imaginons, ChatGPT, rien qu'en parlant avec moi, il est tellement fort, même en psychologie, etc., en rien, avec les conversations que j'ai pu avoir avec lui, il arrive à me connaître tellement bien qu'il est capable presque, je ne sais pas si c'est philosophiquement possible que ce soit parfait, mais on va dire presque, suffisamment pour que ce soit réellement intéressant, presque anticiper mes volontés, presque écrire comme moi, en fait, me doubler. Donc là, on est vraiment dans est-ce que l'IA peut remplacer le poète ? Déjà, moi, je trouverais ça intéressant parce que ça permettrait de démocratiser la poésie. Mais quand je dis démocratiser la poésie, c'est aussi tout simplement permettre d'abandonner la question du temps dont on parlait tout à l'heure. C'est un avantage aussi, même si je trouve qu'effectivement, ça posera des problèmes existentiels. Mais ça reste un intérêt. Et ben moi, je trouverais ça top que chacun puisse écrire. Voilà, un de mes rêves vraiment quand j'étais jeune, pré-ado, c'était que tout le monde écrive un journal intime pour avoir le ressenti de l'existence de tout le monde. Je trouverais ça dingue, quoi. Et ben, on est un peu là-dedans. Maintenant, effectivement, on perd une grande partie de l'intérêt de l'écriture avec ça, qui est évidemment le voyage de l'écriture, le travail. Le travail dont je parlais déjà du temps de manière existentielle, mais aussi juste de pouvoir changer d'avis. Et
peut-être même aussi une forme d'imperfection, mais on va partir du principe que ChatGPT pourra être imparfait comme nous. Voilà, pareil. Donc bon, pour moi, on perdrait la saveur. Pour l'intérêt de l'écriture, bah justement, voilà, la deuxième raison pour laquelle j'écris, parce que j'ai dit la première, c'est pour lire des ouvrages que j'aimerais lire et que je ne trouve pas. La deuxième, ça serait, la deuxième motivation, c'est clairement pour le plaisir de l'aventure de l'écriture. Le plaisir intellectuel, émotionnel, ça accompagne, honnêtement, c'est un moyen de divertissement qui est infini. Je trouve ça impossible de s'en lasser. Bon. Et donc, on perd ça. Donc c'est nul, et donc je pense que les gens continueront d'écrire parce que, à mon avis, maximum, ça pourrait être une mode, quoi. Mais on ne pourra pas abandonner le plaisir d'écrire. D'autant plus que la poésie, c'est pas n'importe quel genre. C'est pas n'importe quel art. La poésie, c'est un peu... ça pourrait être un petit peu ce qu'est le petit croquis qu'on fait sur nos cahiers d'élèves dans un coin. Voilà, c'est un peu ce petit croquis. Attends, du coup, ça serait quoi la phrase? Ça serait la poésie... Attends, non, ça serait... Le croquis est à la peinture ce que la poésie est à la littérature, par exemple. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Bon, bref, ça veut dire que il y a quelque chose d'hyper spontané dans l'écriture poétique. Même si, bon, c'est un peu démodé, etc., mais on pourrait ajouter à ça la chanson. C'est comme, ou par exemple, comme siffler, ou comme siffler ou fredonner pour la chanson. C'est-à-dire que je n'imagine pas trop qu'on puisse écrire un roman sans rêver qu'il soit publié. Alors que la poésie, j'ai envie de dire, tout le monde qui a écrit a un jour écrit de la poésie pour soi. C'est sûr qu'on demande à tous les écrivains, forcément un jour ils ont écrit un poème pour eux, un poème d'amour, je sais pas, mais quelque chose qui n'avait pas vocation à être publié ou même montré. Voilà, c'est de l'écriture de l'intime. Donc pour moi, ça existera toujours de toute façon. Voilà. Quoi d'autre? Ça me fait penser à un truc. Il n'y a pas longtemps, là, pour la Saint-Valentin, il n'y a pas longtemps, pour la Saint-Valentin, j'ai participé à un concours de poésie, donc avec lecture, etc. Donc on lisait devant les gens. Et j'avais fait un poème, je sais pas, je m'étais bien amusé à le faire. Il était vraiment sur 2 rimes, et presque toutes les rimes, c'était des rimes équivoques. Donc en fait, plus ou moins des sortes de jeux de mots à chaque fois, à chaque rime. Et le poème, il faisait quoi? Je sais pas... il avait 6 strophes, 6 ou 7 quatrains. Donc c'était quand même un poème assez big, avec des contraintes qui étaient assez lourdes. Il était, je crois, en autosyllabe en plus. Donc ça veut dire 1 mètre, qui est assez court. Donc, typiquement le genre de choses que ChatGPT serait pas capable de faire, voire même sera peut-être jamais capable de faire pour le coup. Parce que là, mine de rien, ce travail-là sur le langage, il a demandé une synthèse d'informations qui est exceptionnelle. Parce qu'on a l'impression que l'intelligence artificielle, elle sait tellement de choses, elle sait beaucoup plus de choses que nous, parce que elle arrive à comprendre toutes les langues, elle est hyper calée en histoire, en droit, en informatique, en n'importe quoi. Mais par contre, nous, humains, on a probablement plus d'informations qu'elle dans nos serveurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, une information, c'est pas forcément un mot. Par exemple, pour nous déplacer dans l'espace, ou je sais pas quoi, par exemple, marcher, en fait, rien que vivre une journée de notre vie,
c'est des milliards d'informations que notre cerveau il enregistre. C'est astronomique. Je pense qu'en fait, même dans une journée, on intègre plus de données que ChatGPT en a, quoi. C'est tellement énorme. Et donc, bref, il ne faut pas sous-estimer notre capacité de synthèse qui est proprement extrême. Et là, on rejoint la question divine. Est-ce que c'est possible d'égaler ça? Est-ce que la rapidité, parce que du coup j'y pense, on dirait que je suis en train de dire est-ce que mon poème est divin et tout. Non, non, mais par contre la question là où j'en viens, c'est que pour écrire ce poème là humoristique, c'est pas humoristique d'ailleurs, mais pour écrire ce poème là, qui tienne la route, avec des rimes équivoques sur 2 rimes pour un long poème, qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une histoire, que ce soit en octosyllabes, que ça corresponde au E, etc. Ça, c'est toutes les contraintes que perçoit ChatGPT. Maintenant, moi, là où que perçoit ChatGPT, moi aussi, c'est les contraintes que je me donne. Mais là où je vais faire le travail que lui ne pourra pas faire, c'est que dans mon inconscient, quand je cherche la formulation, quand je me dis, OK, là, j'ai une rime, comment est-ce que je vais faire pour que cette rime, elle marche dans le poème? Comment est-ce que je vais faire comment je vais l'amener? Et ben, pour faire ça, mon cerveau, il va, de manière semi-consciente, un peu inconscient, un peu des deux, je sais pas. En fait, justement, je sais pas trop comment ça marche, mais je vais passer par plein d'étapes, jusqu'à trouver des choses, et là, je vais creuser, je vais avoir un avis, etc. Et je pense pas que ChatGPT soit capable d'aller aussi loin. Il va pouvoir faire plein d'hypothèses, etc. Mais par contre, il pourra pas, je sais pas, honnêtement, peut-être il serait capable. Honnêtement, peut-être qu'il serait capable. En fait, de toute façon, il est déjà capable de le faire dans une certaine mesure, parce que c'est ça, écrire de manière versifiée déjà. Mais de le faire bien, genre suffisamment bien, c'est pas certain. Bref, pourquoi je disais ça déjà? Oui, parce que ce poème-là, quand je l'ai lu au concours, il y a une personne dans le public, dans le jury, qui m'a posé la question, est-ce que tu as utilisé ChatGPT? Et j'étais abasourdi. Je me disais, mais vraiment, comment la personne peut se dire ça? Ou alors elle n'a pas capté comment était écrit le poème, mais c'est vraiment proprement impossible que ça soit imité, écrit par IA. C'est vraiment pour le coup impossible. D'où la possible valorisation a posteriori, enfin pas a posteriori, mais à venir peut-être, de l'écriture à contrainte. Bref. Autre chose, peut-être qu'on pourrait voir ça à l'inverse et se dire que l'IA pourrait être un avantage, pourrait favoriser la poésie. Alors oui, au niveau de la recherche, on l'a vu, etc. Au niveau des capacités de lecture, de pouvoir écrire n'importe quel poème, enfin n'importe quel recueil, imaginons même plus tard, ça on l'a vu aussi. Maintenant, vraiment la vraie poésie, la poésie écrite, personnelle, un peu de la même manière que l'esclavage dans la Grèce antique, Rome antique, a favorisé la philosophie, la citoyenneté, la politique, etc. Parce que, du coup, pour refaire un peu point d'histoire, hein, s'il y a des historiens qui veulent développer ça, parce que je ne sais pas du tout mon domaine, mais il me semble bien qu'en fait, c'est l'esclavage, entre autres, qui a permis de libérer du temps aux citoyens, je sais pas, on va dire athéniens, et qui ont eu plus de temps à se consacrer à des choses non nécessaires, telles que la politique ou la philosophie. Ou peut-être la poésie, allons savoir. Je pense que ça peut faire un peu la même chose avec l'IA, c'est-à-dire que on a déjà tellement de tâches qui sont littéralement abrutissantes, qui nous demandent en fait d'être déjà des robots, d'être déjà des ChatGPT. Combien de fois on a dû envoyer des mails en faisant attention à notre façon de parler pour ne pas être trop personnel, pour être le plus impersonnel possible. Combien de fois on a dû adapter notre langage, notre travail à une uniformité
un peu fade, quoi, un peu corporate. Et ça, je pense que, en gros, de nos jours, j'ai l'impression que l'originalité n'est pas très bien vue, quoi. Peut-être que l'IA pourrait nous permettre de faire rupture avec ce monde un peu robotique qui nous demande d'être toujours présent, toujours pressé et toujours lisse, et que ça ne pourra nous laisser du temps ou de la disponibilité d'esprit pour la poésie, que ce soit au sens littéraire, mais surtout pour l'expérience poétique du monde au sens vraiment plus large. Après, tout ça, c'est bien utopique, parce que si l'IA nous remplace dans notre travail à ce point-là, il est fort probable également qu'on rentre dans une logique de consommation, et qu'en fait, du coup, qu'on soit à la fois consommateur et le produit. C'est-à-dire qu'en fait, on soit juste des machines à consommer, quoi. Ça, c'est la dystopie classique, etc. Et alors, la poésie aura encore plus son rôle à jouer. Mais il y aura un vrai combat dans ce cas-ci. Si l'IA nous remplace et qu'on tombe dans une consumérisation de la vie, ça, pareil, j'imagine pas que ça dure très longtemps. Je pense qu'on n'est pas fait pour ça, et dans ce cas-ci, l'IA aura peut-être vocation à se faire remplacer par la poésie, et à se faire retourner par le retour du rapport charnel au monde, et quitte à perdre le privilège de la tranquillité, de l'otium, pour retourner vers le travail. Je ne sais pas. Par contre, j'aime bien ce petit twist un peu de fin de vidéo. Est-ce que finalement, ça serait pas plutôt l'IA qui aurait à craindre de la poésie que l'inverse? Parce qu'au final, il y en a quand même une qui a l'air d'être assez fondamentale chez l'homme, et l'autre qui a l'air d'être beaucoup plus nouvelle. Je pense qu'on aurait plus de chances de voir la poésie gagner in fine que l'intelligence artificielle. Si ça, c'est pas une fin optimiste.